La responsabilité des dirigeants sociaux vis-à-vis des tiers est une question importante lorsque l'on a choisi de passer l'option droit des affaires dans le cadre du CRFPA. C'est une notion importante, une question essentielle même, à double titre. D'abord parce que cette question fait l'objet d'une controverse. Une controverse prétorienne qui dure depuis 15 ans et que l'on va examiner ensemble. Ensuite, parce qu'un arrêt récent est venu alimenter cette controverse, un arrêt de la Chambre criminelle du 5 avril 2018, qu'il nous appartient de détailler. Mais avant cela, envisageons d'abord le thème même de la responsabilité du dirigeant social vis-à-vis du tiers. C'est une responsabilité civile délictuelle. C'est une responsabilité particulière, parce que ça n'est pas une responsabilité naturelle. En toute logique, un tiers qui aurait à se plaindre de l'action sociale, un tiers qui aurait subi un préjudice du fait de l'action sociale, devrait engager la responsabilité de la société. Il ne devrait pas avoir la possibilité d'engager la responsabilité d'un dirigeant social, puisque celui-ci agit ès qualité comme l'exécutif de la société. Lorsque le dirigeant social agit, c'est la société qui agit. Alors, dans quel cas peut-on envisager qu'un tiers puisse rechercher la responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant social? Il peut le faire tout simplement dans deux situations. D'une part, il suffit de considérer d'un point de vue procédural que un tiers peut tout à fait engager la responsabilité de la société et la responsabilité du dirigeant social. Il cherchera une co-responsabilité, ce qui donnera une assiette de responsabilité et de réparation du point de vue de leur solvabilité plus importante. D'autre part, on peut tout à fait dans l'hypothèse où finalement la société est insolvable, voire, je l'imagine comme cela dans un cas pratique au CRFPA, on a déjà démontré que la société est en procédure collective, en état de cessation des paiements ou même a été liquidée. Alors la réparation du tiers ayant subi un préjudice ne saurait passer que par l'engagement de la responsabilité du dirigeant social. Il y a donc une logique, finalement, à envisager cette responsabilité du dirigeant social du point de vue de celui qui engage l'action, le tiers. Mais du point de vue du dirigeant social, la situation peut paraître injuste. On l'a dit, après tout, il agit au nom et pour le compte de la société. La société est dotée de la personnalité morale, en toute logique, dans notre hypothèse. Et cette personnalité morale fait écran. Donc, le dirigeant social ne devrait pas pouvoir être atteint personnellement. Pour ménager à la fois la situation du tiers et la situation du dirigeant social, la Cour de cassation a adopté depuis les années 70 une condition particulière au succès de cette action. La faute séparable des fonctions est cette condition particulière. Depuis les années 70, la Cour de cassation exige, lorsque un tiers engage la responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant social, que ce tiers fasse la démonstration d'une faute séparable des fonctions. Cette notion, on l'a sait inspirée du droit administratif, du droit de la responsabilité des agents de l'État. On appelle en droit administratif cette condition la faute détachable des fonctions. En droit des sociétés, on utilise les deux termes, faute détachable ou faute séparable, même si on préfère ce second terme dans la jurisprudence. Si la Cour de cassation exige donc une condition particulière, cette faute séparable des fonctions, pour engager la responsabilité civile délictuelle du dirigeant social par le tiers, la Cour de cassation n'a pas défini immédiatement la faute séparable des fonctions. En effet, entre 1970 et 2003, alors que la pratique et la doctrine réclamaient une telle définition au nom de la sécurité juridique, la Cour de cassation préférait laisser une certaine latitude à l'appréciation souveraine des juges du fond. Finalement, la Cour de cassation a entendu les récriminations doctrinales et comme les récriminations des praticiens, et s'est livrée dans le très célèbre arrêt SEU, S-E-U, 2-S-E, de la Chambre commerciale du 20 mai 2003 à une telle définition de la faute séparable des fonctions.
La Cour de cassation a défini la faute séparable des fonctions au travers de 3 sous-conditions cumulatives. Il y a faute séparable des fonctions lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, hors le cadre de l'exercice normal de ses fonctions. 3 sous-conditions pour caractériser la condition de faute séparable des fonctions, elle-même nécessaire à l'engagement de la responsabilité civile délictuelle du dirigeant social. La suite de l'arrêt Suess va révéler la naissance et la cristallisation de la controverse prétorienne. C'est l'arrêt Suess qui a révélé finalement les raisons, les justifications d'une telle controverse naissante. En effet, en apparence, la définition de la faute séparable des fonctions dans l'arrêt Suess est tout à fait logique. On voit à la fois une condition psychologique, l'intentionnalité, 2 conditions matérielles, l'une qui tient à la faute, une faute d'une particulière gravité, l'autre qui tient au contexte, une faute commise hors le cadre de l'exercice normal des fonctions du dirigeant social. Cependant, dès après l'arrêt Suess, la doctrine s'est opposée à cette solution de la Cour de cassation. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que la Cour de cassation a posé une définition très exigeante, 3 conditions cumulatives, qui sont rarement réunies en pratique. Et l'on a dénoncé en doctrine l'arrêt Suess comme porteur d'une solution frisant une quasi-immunité du dirigeant social. En fait, empêchant finalement le tiers d'agir avec succès contre le dirigeant social. Il faut savoir que la doctrine n'a pas été la seule à s'opposer à cette particulière exigence de l'arrêt Suess. Certains juges du fond, mais surtout, de manière générale, le juge pénal s'est opposé à cette extrême exigence confinant une quasi-immunité du dirigeant social. Alors vous me direz, quel est le rapport avec le juge pénal ? On est en droit des affaires, on a un arrêt de la chambre commerciale. Eh bien, figurez-vous tout simplement que le juge pénal a à connaître de ce type de conflit de responsabilité civile des dirigeants sociaux, tout simplement dans le cadre d'une action civile menée au travers de la voie pénale lorsque la faute commise par le dirigeant social est également une infraction pénale. N'oublions pas, nous, affairistes, que le droit pénal n'ignore pas le droit commercial. Bien au contraire, c'est le droit pénal des affaires. Mais là, on est bien sous l'angle d'une responsabilité civile, laquelle va être examinée dans le cadre de la voie pénale lorsque la faute commise par le dirigeant social est une infraction pénale qui a causé donc un préjudice à un tiers. Eh bien, la chambre criminelle a manifesté sa complète opposition non seulement à la définition de l'arrêt Suess et à la quasi-immunité du dirigeant social, mais finalement la chambre criminelle est même revenue sur l'exigence d'une faute séparable des fonctions. En effet, pour la chambre criminelle, en cas d'infraction pénale, le tiers peut agir contre le dirigeant social sans avoir à prouver une faute séparable des fonctions. Dans de très nombreux arrêts, la chambre criminelle a marqué sa résistance, donc à l'exigence de 1970 comme à l'arrêt Suess. Si on doit retenir un arrêt, on ne manquera pas de retenir, et la date est facile à saisir, l'arrêt de la chambre criminelle du 20 mai 2003. Et oui, le même jour que l'arrêt Suess, la chambre criminelle s'opposait vertement à la position de la chambre commerciale. Évidemment, on imagine que la chambre criminelle savait tout simplement que la chambre commerciale allait rendre l'arrêt Suess, et elle a voulu marquer son opposition le jour même. Est née la controverse entre les formations de la Cour de cassation. Une controverse qui s'est amplifiée. Une controverse entre toutes les formations de la Cour de cassation, je dirais. On a vu pour l'instant l'opposition entre la chambre commerciale et la chambre criminelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, après ces 2 arrêts, donc du 20 mai 2003, très rapidement,
les différentes formations de la Cour de cassation se sont ralliées à la position de la chambre criminelle. Et oui, même la chambre commerciale. La chambre commerciale, finalement, a dit, comme la chambre criminelle, on va faire une distinction à l'origine entre les situations. En présence d'une infraction pénale, il n'y a pas lieu d'exiger du tiers qu'il fasse la démonstration d'une faute séparable des fonctions. En l'absence d'infraction pénale, il y a lieu pour le tiers de faire la démonstration d'une faute séparable des fonctions au travers des 3 sous-conditions de la Ressus. En apparence, donc, la controverse était éteinte. Malheureusement, hélas, quand je vous ai dit que toutes les formations de la Cour de cassation s'étaient ralliées à la chambre criminelle, c'était sans vous faire mention, eh bien, d'une exception en la personne, pardonnez-moi l'expression, en la personne, eh bien, de la 3e chambre civile. Si la controverse initiale entre la chambre commerciale et la chambre criminelle s'était donc éteinte, eh bien, la 3e chambre civile, elle, s'est opposée à la chambre criminelle et à cette dichotomie infraction pénale ou absence d'infraction pénale. Vous me direz, à ce tour, pourquoi la 3e chambre civile intervient? Eh bien, la 3e chambre civile est compétente pour, notamment, un certain nombre d'aspects du droit des affaires. C'est le cas pour le statut des baux commerciaux. C'est aussi le cas pour les droits des assurances. Et en droit des assurances, il y a des aspects de droit pénal. Par exemple, il existe une infraction assez classique pour un dirigeant social qui n'a pas fait assurer les véhicules de la société. C'est une infraction pénale que de ne pas faire assurer des véhicules. Et c'est de la compétence, eh bien, du juge civil alors. Pour certains aspects, évidemment pour les aspects délictuels. On voit donc que la question de la responsabilité civile délictuelle des dirigeants sociaux concerne toutes les chambres. Pourquoi la 3e chambre civile s'est opposée et comment elle s'est opposée? La 3e chambre civile s'est opposée parce qu'elle a estimé, eh bien, que même si elle avait, au regard du droit des assurances, une partie de ce contentieux pénal, on était quand même très souvent face à des infractions pénales non intentionnelles, souvent contraventionnelles, d'une faible gravité, et que la dichotomie infraction pénale, pas besoin de faute séparable des fonctions, pas d'infraction pénale, besoin d'une faute séparable des fonctions, était trop sévère à l'égard du dirigeant social quand l'infraction pénale commise était légère. Donc la 3e chambre civile a refusé tout simplement de considérer qu'en cas d'infraction pénale, il n'y a pas besoin d'une faute séparable des fonctions et a donc continué à exiger, même en cas d'infraction pénale, la réunion des 3 conditions de la Ressus. Un contentieux donc une controverse qui est née entre la chambre commerciale et la chambre criminelle, qui est devenue une divergence de position entre toutes les formations de la Cour de cassation, dont la chambre criminelle, à l'encontre de la position de la 3e chambre civile. Et cela durait ainsi depuis au moins 2006. Cela durait ainsi au moins depuis 2006, et on s'attendait un jour à voir se réunir l'Assemblée plénière pour trouver une solution. L'Assemblée plénière, à ce jour, ne s'est toujours pas réunie. Ce qui n'a pas empêché de rechercher une solution commune. La recherche d'une solution commune s'est faite sous l'égide de la chambre commerciale. La chambre commerciale, évidemment très investie en la matière, on l'a vu avec la Ressus, la chambre commerciale a proposé finalement une solution qui parviendrait à concilier les 2 positions en apparence antagonistes de la chambre criminelle et de la 3e chambre civile. La chambre commerciale a porté cette solution de compromis dans un arrêt du 28 septembre 2010, en affirmant que le dirigeant qui commet une infraction pénale intentionnelle commet nécessairement une faute séparable des fonctions. La solution est assez originale et effectivement aurait pu entraîner une conciliation entre les positions des formations antagonistes de la Cour de cassation. Pourquoi? Eh bien, la Cour de cassation dit, en cas d'infraction pénale,
il y a bien lieu à la caractérisation d'une faute séparable des fonctions, on se rapproche de la position de la troisième chambre civile, mais lorsque cette infraction pénale est intentionnelle, on va présumer la faute séparable des fonctions. On se rapproche de la chambre criminelle qui refusait l'idée de faute séparable des fonctions, et là que l'on dit présumer. Alors certes, une présomption que l'on peut renverser. Le dirigeant social pourra peut-être démontrer que les conditions de l'arrêt SOS ne sont pas réunies pour renverser la présomption. La solution était intéressante de la chambre commerciale, mais cette solution n'a pas séduit immédiatement. D'abord, elle a fait l'objet d'une indifférence de la part de la troisième chambre civile et de la chambre criminelle qui ont maintenu leur jurisprudence pendant un certain temps. D'autre part, les juges du fond, peut-être ceux-ci n'avaient-ils pas saisi la profondeur et l'intérêt de l'arrêt du 28 septembre 2010, mais les juges du fond ont aussi marqué un temps leur résistance. Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation a su insister. Il faut le dire, entre 2010 et 2016, la chambre commerciale a répété à l'envi cette idée de faute séparable des fonctions présumées en cas d'infraction pénale intentionnelle. La période 2010-2016 était donc très étrange. On avait la position de la troisième chambre civile, la position de la chambre criminelle et la position de la chambre commerciale. L'insécurité juridique était patente. On a pu reprocher à la chambre commerciale de marquer de son insistance la jurisprudence et donc la controverse, devenue extrêmement forte. Et pourtant, cette insistance a payé. En tout cas, on a pu le croire. La première chambre civile, en 2015, s'est ralliée à la solution de compromis de la chambre commerciale. La troisième chambre civile s'est ralliée avec l'arrêt du 10 mars 2016. Un arrêt civil troisième du 10 mars 2016 qui a fait l'objet de très nombreuses interrogations au CRFPA 2016, dans de très nombreux IEJ à l'époque, du CRFPA non encore réformé, du CRFPA non national. Et pourtant, ça a été la question la plus posée sur le territoire national pour marquer l'importance de la responsabilité civile délictuelle des dirigeants sociaux dans l'esprit des examinateurs. Votre serviteur a pu croire et a pu dire vertement qu'après l'arrêt de la troisième chambre civile du 10 mars 2016, la controverse était éteinte. Oui, on attendait que la chambre criminelle se rallie à son tour, mais face finalement à l'union de toutes les autres formations et face à une situation de compromis, on pouvait considérer que la controverse était éteinte ou en passe de s'éteindre. L'espoir a été déçu, la controverse demeure. L'espoir déçu de voir la controverse s'éteindre se réalise à l'aune de l'arrêt de la chambre criminelle du 5 avril 2018. On était face à une situation type, véritablement, d'un tiers engageant la responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant social. La chambre criminelle était compétente parce que était discutée l'existence d'une infraction pénale. La chambre criminelle aurait eu à qualifier l'infraction pénale d'intentionnelle ou de non intentionnelle, et si l'infraction pénale avait été intentionnelle, la chambre criminelle aurait pu dire « il y a faute séparable des fonctions, donc responsabilité civile à l'égard du tiers ». C'est ce que la chambre criminelle aurait fait si elle s'était ralliée à la position commune, à la position de compromis de l'arrêt du 28 septembre 2010. Telle n'est pas la position du juge pénal dans l'arrêt du 5 avril 2018, qui résiste au compromis et qui affirme que le juge pénal peut prononcer la responsabilité civile délictuelle du dirigeant social lorsque cette responsabilité est engagée par un tiers, même en l'absence de faute séparable des fonctions. Il faut comprendre le sens de l'arrêt, il n'y a pas de doute à avoir. En présence d'une infraction pénale, le tiers peut engager la responsabilité civile délictuelle du dirigeant social sans avoir approuvé l'existence d'une faute séparable des fonctions. La chambre criminelle reste donc sur sa position depuis 2003. La chambre criminelle
qui a vu pendant un temps se rallier d'autres formations de la Cour de cassation, puis ces formations de la Cour de cassation se rallier à la position de compromis de la Chambre commerciale, y compris la troisième Chambre civile, la Chambre criminelle refuse le compromis. La controverse demeure. Et, dans le cadre d'une consultation juridique, c'est une aubaine. Et oui, quelle est la conséquence pour celui qui passe l'épreuve de droit des affaires dans le cadre du CRFPA? Je l'ai dit, c'est une aubaine. On est vraiment dans l'inclinaison la plus évidente de ce que l'on appelle la consultation juridique. L'épreuve de 2017, en droit des affaires, a donné lieu à un certain nombre de questions, mais des questions d'orientation. Il fallait conseiller. Eh bien là, mettez-vous dans une situation. Un tiers souhaite engager la responsabilité d'une société et de son dirigeant social. Vous devez le conseiller. Vous allez par exemple lui dire, engager la responsabilité de la société, c'est tout à fait faisable, mais malheureusement, après avoir démontré qu'elle est en procédure collective, vous allez lui dire, vous avez peu de chances de toute façon d'obtenir réparation. Et vous allez devoir le conseiller pour l'engagement de la responsabilité du dirigeant social. Et là, évidemment, en toute logique, en tout cas si j'étais l'examinateur, je vous mettrais face à une infraction pénale. Si on ne vous met pas face à une infraction pénale, finalement, il n'y a pas de débat. Vous devrez prouver la faute séparable des fonctions, au sens de la RESOS, conclure positivement ou négativement. Mais il est bien plus habile pour l'examinateur de vous faire réfléchir, de vous mettre face à la controverse, de vous mettre en présence d'une infraction pénale. Je vous rassure, vous n'êtes pas des pénalistes, c'est pas une épreuve de droit pénal, vous n'aurez pas à la qualifier, on vous l'offrira dans l'énoncé. C'est beaucoup plus habile, je disais, pour l'examinateur de vous mettre face à une infraction pénale pour que vous donniez le juste conseil. Et réfléchissons bien. Le juste conseil n'est pas facile à donner, puisque l'on ne connaît pas l'état exact du droit positif. Il est alternatif selon le juge que l'on saisit. Mais figurez-vous que j'interviens au conseil du tiers. Or, qu'est-ce que je sais? Démontrer l'existence d'une faute séparable des fonctions est difficile. Démontrer l'intentionnalité de l'infraction pénale, ça n'est pas mon rôle. L'examinateur me dira pas si elle est intentionnelle ou pas intentionnelle, ça va être difficile, etc. Mon but, c'est de dire donc à mon client, j'ai tout intérêt à joindre l'action civile à l'action pénale, d'user de la voie pénale pour obtenir le prononcé de la responsabilité civile pour mon client, parce que je n'ai pas à m'interroger sur la faute séparable des fonctions. Et ainsi, on vous met à la place d'un vrai avocat. C'est pas de la procédure, mais c'est de l'habileté, du conseil. Parce qu'il y a une difficulté d'ordre substantiel, c'est l'habileté de l'avocat que d'orienter procéduralement son client. Cette question doit faire l'objet de nombreux détails, nous les verrons ensemble au cours de l'été, comme nous en verrons d'autres, évidemment.